tous les 2 ans, la Fondation contre le cancer réalise une enquête pour les cernés. Les derniers chiffres viennent d'être rendus publics. Nous allons en parler tout de suite avec Régine Collot. Bonsoir, vous êtes tabacologue à la Fondation contre le cancer. Mais d'abord, un petit tableau qui résume la consommation des Belges en matière de tabac. Une personne sur 5 fume. Les fumeurs quotidiens fument à peu près en moyenne 17 cigarettes par jour. Alors 73% regrettent d'avoir commencé à fumer et 65% voudraient arrêter. Voilà pour quelques chiffres. Il y en a beaucoup dans votre enquête. Des chiffres, on va en détailler quelques-uns. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans ces personnes qui fument, ça dépend un petit peu d'où on vient. Ça dépend aussi de la classe sociale dont on est issu. Tout à fait. En fait, ce qui m'a frappé, c'est que l'écart s'est creusé par rapport à il y a 2 ans, notre précédente enquête, entre les classes sociales plus favorisées, où on est à 11%, et les classes sociales défavorisées, les plus défavorisées, on est à 32%. Donc c'est quand même un écart vraiment important. Et si on prend les personnes sans emploi, on est à 39% de fumeurs. Donc quand on dit une personne sur 5, ce n'est pas partout pareil. Ouais. Alors c'est une enquête que vous réalisez tous les 2 ans. Oui. Est-ce que vous constatez que le nombre de fumeurs diminue? Là on parle d'une personne sur 5 aujourd'hui. C'est pareil. Les 20%, c'est la même chose qu'il y a 2 ans. Donc ça a déjà été plus, 23, 24, ça diminue depuis vraiment des années. Mais là, on a le même pourcentage qu'il y a 2 ans, les 20%. Par contre, effectivement, cette différence des classes sociales s'est creusée. Ouais. Et donc, c'est encore plus difficile d'arrêter aussi quand on est d'une classe sociale moins favorisée? Oui, tout à fait, parce que généralement, ce sont des plus gros fumeurs avec une dépendance plus importante. Et donc, nous, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, pour ces personnes, il est plus cher d'arrêter de fumer que de fumer. Parce que si, par exemple, ils ne peuvent pas prendre le Champix, qui est un médicament remboursé, mais qui n'est pas toujours supporté par tout le monde, l'accès au substitut de nicotine, qui n'est pas remboursé, est très difficile pour ces personnes défavorisées. C'est vraiment bien souvent hors de leur budget. Ouais. Et ce chiffre, 73% des fumeurs regrettent d'avoir commencé et 65% voudraient arrêter. Vous êtes étonné, vous, par ces chiffres-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est 78% même chez les femmes. C'est vraiment important comme chiffre, mais on le constate, les personnes qui nous appellent à la ligne Tabastop sont très souvent, d'abord sont très nombreuses à nous appeler, elles sont très souvent très motivées. Donc quand on leur demande, mais finalement votre motivation, vous la classifiez à combien? Entre 10, je suis super motivée, 0, pas terrible, mais ils sont à 8, 9. Le problème n'est pas là. En général, ils regrettent, ils ont cette intention, mais ce qui est difficile, c'est leur confiance en eux pour y arriver. Parce que quasiment tous ont déjà fait des essais sans aide et ont eu beaucoup de rechutes. Alors, il faut les rassurer, c'est un processus naturel, la rechute. Mais c'est vrai que, effectivement, pour pas mal de personnes, l'accompagnement est nécessaire. Ouais, parce que la plupart essayent d'abord tout seuls, quoi. Voilà, la plupart essayent d'abord tout seuls. Ça peut se passer très bien. Surtout si on n'est pas un gros fumeur, si on n'a pas une trop grande dépendance. Mais quand on arrive vraiment parmi les personnes qui ont une dépendance plus importante, c'est important d'être accompagné, d'abord bien conseillé sur le dosage. Si on prend des substituts de nicotine, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Si on est sous-dosé, enfin pas surdosé, mais en général on est plutôt sous-dosé, et à ce moment-là ça ne fonctionne pas. Et puis je pense que bon, aussi les fumeurs ont besoin de parler de ce qu'ils vivent, et ils ne peuvent pas toujours le faire avec leur entourage. Et donc, voilà. Bon, ouais, et ça situe bien la difficulté d'arrêter de fumer. Tout à fait. Il y a pas mal de difficultés. Malgré tout, il y a des freins, il y a des obstacles, et on essaye de les aider à les contourner. Alors, ce que révèle aussi cette étude, c'est l'augmentation de la consommation de cigarettes électroniques. Alors, on était à 14% en 2017 et 10% en 2015. Voilà. Vous l'attribuez à quoi, cette augmentation-là? C'est un produit qui est nouveau, qui est de plus en plus connu, donc il y a une certaine attraction pour ce produit, c'est normal, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'ont essayé et qui en sont contents, je pense, même si ce n'est pas la majorité. Il y en a aussi qui abandonnent parce qu'ils ne prennent pas toujours le bon produit, parce qu'il y a différentes sortes de cigarettes électroniques, donc il faut être bien conseillé aussi par rapport à ça. Mais maintenant, dans les 14%, ce n'est pas 14% de vapoteurs actifs. Là, il y en a
11 qui ont essayé mais ont arrêté. Et alors au moment de l'interview, il y avait 3% de vapoteurs actifs. Donc finalement, ce n'est pas encore si énorme. Ouais. Et ce qu'on voit aussi dans cette étude, c'est que beaucoup utilisent la cigarette électronique comme instrument pour arrêter de Tout à fumer fait. plus tard. Et c'est à ce niveau-là que nous, on la préconise, parce qu'on pense que c'est quand même un bon outil, surtout quand on ne peut pas s'offrir les substituts de nicotine. Alors finalement, c'est une substitution en nicotine alternative et moins chère. Pour autant que ça soit utilisé donc avec des bons dosages aussi, et en faisant une diminution progressive et avec les conseils adéquats, ça peut tout à fait bien fonctionner. Et très souvent, c'est utilisé comme ça quand même. Et vous constatez que la nocivité est moins importante? C'est une réduction des risques importante, ça c'est clair. Parce qu'avec la cigarette électronique, vous n'avez pas les goudrons, il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de monoxyde de carbone. Et je tiens à dire quand même qu'il y a quand même pas mal encore de répondants qui expriment que c'est aussi nocif, voire plus nocif que la cigarette, et ça c'est une fausse information, c'est une réduction des risques. Nous, ce qu'on dit toujours, ce n'est pas le risque zéro, bien entendu, quand on consomme un produit, il n'y a pas de risque zéro. On conseille de ne pas le prendre à très long terme parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul pour le très long terme. Donc il faut rester un fumeur occasionnel de cigarettes électroniques. Voilà, il faut l'utiliser si possible dans le cadre d'un sevrage. Alors c'est un bon outil et on l'abandonne à un certain moment, comme on va abandonner les patchs si on utilise des substituts de nicotine. C'est un peu le même processus. Alors le dernier volet de votre enquête, et ça peut paraître étonnant, c'est que la plupart des gens qui vous ont répondu sont pour un durcissement de la législation en matière de limitation des endroits où l'on peut fumer. Quand on voit 93% prônent l'interdiction de fumer en présence de mineurs dans les voitures, et donc ils souhaiteraient que ce soit coulé dans une loi. Tout à fait. Et finalement, je pense que c'est normal. Ce sont des parents, ils veulent le bien de leurs enfants. Ça se sent aussi à travers toute l'enquête. Oui, mais ça pourrait être un réflexe naturel. Pourquoi devoir absolument avoir un texte de loi qui interdirait ce type de pratique? Or là, il est demandé par les personnes que vous interrogez. Pour tout, le cadre législatif a toujours été une façon vraiment de baliser de façon très claire. Par exemple, sur le lieu de travail, on disait aussi à un certain moment avant, oh, la convivialité va jouer, etc. Mais non, s'il n'y a pas vraiment un cadre, finalement, il y a des débordements. Donc je crois qu'ici, c'est la même chose. On met un cadre et puis comme ça, il n'y a pas de tergiversation. On ne fume pas en présence d'un enfant dans une voiture. Et donc, c'est ce que vous demandez aujourd'hui au pouvoir public, c'est de durcir la loi? C'est déjà, en France et en Angleterre, la loi est déjà passée, donc pourquoi pas chez nous? Très bien, merci en tout cas Régine Collot pour toutes ces explications.